La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par cette proposition choc de François Bayrou, celle d'organiser un référendum sur un plan d'économie drastique. Interrogé sur les motivations de son référendum d'avril 1969, le général de Gaulle avait répondu avoir besoin de sentir la nation avec lui, rappelle Rémi Godot à la une de l'Opinion. Eh bien, dans la préparation du budget qui s'annonce comme le plus explosif de la Ve République, François Bayrou éprouve la même nécessité. C'est dans le JDD hier que le Premier ministre a donc fait cette annonce choc, soumettre aux Français un plan d'ensemble de réduction des déficits. Ce plan demandera des efforts à tout le monde, et par l'ampleur qui doit être la sienne, il ne peut réussir si le peuple français ne le soutient pas, ajoute Bayrou. Sans cette approbation, rien ne tiendra. Bon, pour le moment, et à en croire les commentateurs, c'est surtout la préparation de ce projet qui ne tient pas. Le Parisien aujourd'hui en France, il voit même un coup de poker en cas de désaveu. Il aura effectivement bien du mal à rester à son poste, souligne d'abord Olivier Beaumont. Et puis la nouvelle n'a pas réjoui tout le monde. J'ai des retours de parlementaires et de députés qui ne sont pas contents de l'avoir appris par la presse, raconte un poids lourd macroniste. Ensuite, évidemment, l'opposition s'oppose, la majorité majorite. Mais les plus remontés contre cette initiative du Premier ministre, ce sont peut-être, et de manière paradoxale, les Échos. Le quotidien, pourtant très à cheval sur l'orthodoxie budgétaire, dénonce en gros titre de une la fausse bonne idée. Et dans ses colonnes, Cécile Cornudet s'en explique. Sur le plan juridique, d'abord, un budget doit passer par le Parlement. Politiquement, ensuite, le choix, rappelle-t-elle, revient au chef de l'État qui n'est pas emballé. Son entourage craint de le mouiller sur ce dossier et surtout de lui lier les mains. Difficile enfin de ne pas anticiper un non face à des choix difficiles. Non, ce n'est pas l'avis d'Éric Leboucher dans l'Opinion. Si, écrit-il, l'idée du Premier ministre est la bonne, et ce alors même que ce référendum n'aura pas lieu, prédit-il. Mais l'important, c'est finalement la campagne qui doit le précéder, qui doit poser le bon état des lieux. Il faut rétablir la vérité factuelle sur la situation du pays, écrit-il, et ce n'est pas facile, parce qu'il faut complètement inverser les discours alarmistes des populistes, selon lesquels il faut plus de dépenses, plus d'impôts. C'est un très long préalable indispensable pour que la prochaine élection présidentielle puisse porter sur les vrais défi, conclut-il. À la une également, les grèves à la SNCF. Oui, pour le moment, c'est un peu la guéguerre de communication, signale le Parisien, guéguerre entre la direction qui assure que la semaine sera aussi normale que possible et les grévistes de Sudrail qui, eux, affirment que cette direction parle sans savoir. En attendant, à la une des Échos, Étienne Lefebvre commence à perdre patience. Ce conflit social est édifiant à plus d'un titre, écrit-il. Il est d'abord difficilement justifiable sur le fond. La direction a lâché beaucoup de lest ces dernières années. Et puis, sur la forme, c'est un collectif informel de contrôleurs qui est à l'origine de ce mouvement très corporatiste qui pousse les plus durs à la surenchère. Mais c'est le Figaro qui, et de très loin, est le plus énervé sur le sujet. En 2 mots, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito, ce mouvement corporatiste est un scandale, écrit-il. Il symbolise la conception du syndicalisme radical pratiqué par la CGT et Sudrail dans l'entreprise la plus subventionnée de France, qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947. Cette méthode porte un nom, poursuit-il, le racket. La loi du racket, c'est même le titre du papier. Même au pays des Gaulois réfractaires, attachés aux droits syndicats et prompts à manifester écrit-il, la patience à ses limites. François Bayrou ambitionne de consacrer chaque jour qui passe à réformer le pays dans ce qu'il y a de plus archaïque. La lutte contre la gréviculture à la SNCF pourrait constituer un merveilleux galop d'essai. Et l'on reparle ce matin du service militaire. Alors ça, c'est dans l'Opinion, une interview de Clément Beaune, le nouveau haut-commissaire au plan, qui préconise l'instauration d'un nouveau moment de cohésion nationale. Alors il imagine non pas un retour à la conscription scripto sensu, mais une solution hybride entre les services civiques et militaires. Il estime que cette proposition pourrait faire l'objet d'un référendum, à croire que c'est un peu l'obsession du moment. Mais on va terminer non pas avec des jeunes appelés, mais une vieille Anglaise qui fait de la résistance. L'info est tombée dans la torpeur de ce long week-end du 1er mai. Le Monde a une nouvelle doyenne. Elle a 115 ans et bon pied, bon oeil. Et la nouvelle inspire Alain Raymond pour sa chronique dans La Croix. Première constatation, le doyen de l'humanité
est donc toujours une doyenne. Mais le journaliste n'en tire aucune conclusion, car le sujet pourrait être glissant. Imaginez, Dimitri, que certains ont conclu que si les femmes vivent plus longtemps, la justice sociale voudrait qu'elles partent à la retraite plus tard. Non, tellement le style de la croix. En revanche, la vieille dame nous a donné ses secrets de longévité. D'abord, elle a conduit sa voiture jusqu'à 97 ans, no comment. Mais surtout, elle a 2 principes qui font un peu penser à notre vie politique. D'abord, elle ne se dispute jamais avec personne, ce qui paraît quand même impensable. Deuxièmement, j'écoute, dit-elle, et je fais ce que je veux. Oui, on l'a reconnu, Macron sort de ce corps. Et Emmanuel Macron, à moins que ce ne soit plus poétiquement du Bourvil. Je fais ce que tu veux, moi. Tu fais ce que je veux, toi. La revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.